Bonsoir. Franck Terrier, nous sommes très heureux évidemment de vous recevoir ce soir. On vous a longuement vu dans ce documentaire vous exprimer. Votre sentiment après l'avoir vu, c'est quoi? Qu'on ne se sente pas tout seul. Voilà, Jusque-là, vous vous sentiez un peu tout seul? J'avais l'impression que... J'ai l'impression que les gens n'interviennent pas toujours et voilà. Maintenant, je suis rassuré. Alors c'est étonnant, en entendant tous ces témoignages, on a vraiment l'impression que tous ces hommes et ces femmes qui ont eu des comportements héroïques ne se sentent pas des héros. Et vous? Non, je ne suis pas un héros du tout. Vous êtes quoi? Un simple citoyen qui a fait quelque chose de normal, si on veut dire. Voilà, pour moi, c'est porter assistance à des personnes. Voilà. Tout simplement, c'est un geste citoyen. Et c'est qui les héros pour vous? Pour moi, les héros, c'est les médecins, les infirmières, les pompiers, voilà, la police. Moi, je ne suis pas un héros. Voilà. Alors cela dit, vous avez quand même été décoré de la Légion d'honneur. La foule vous a longuement ovationné. Ça vous a fait quoi, ça? Ça vous a quand même convaincu que vous aviez eu malgré tout un geste quand même extraordinaire? Ça vous a rassuré? Ça a fait quoi? Alors, bizarrement, je dirais que j'avais un petit peu la hantise par rapport aux familles. De ne pas vous sentir à votre place? Voilà, exactement. Je suis culpabilisé. Voilà, bizarrement, c'est comme ça que ça se passait dans ma tête. Et alors du coup, d'avoir été tellement applaudi, vous êtes senti un peu plus à votre place? Ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré. Maintenant, faut garder toute l'humilité qu'il faut vis-à-vis des parents de victimes, des victimes. Voilà. C'est ce que je fais chaque jour. Lassana Bathily, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est évidemment très heureux aussi que vous soyez là. Vous étiez présent lors de l'attaque de l'hypercachère de la porte de Vincennes, c'était le 9 janvier 2015. Vous étiez magasinier dans le commerce et c'était la fin de votre journée. Vous avez aidé un groupe de clients et de collègues à se réfugier et à se mettre à l'abri dans la chambre froide. Et vous êtes échappé, vous avez pu collaborer comme ça avec les forces de police pour préparer l'assaut final. Vous êtes l'auteur d'un livre chez Flammarion, « Je ne suis pas un héros ». Voilà. Vous non plus. Vous n'êtes pas un héros. Vous ne considérez pas comme un héros après ce que vous avez fait? Non. Comme je disais depuis mes premières interviews, que je ne suis pas un héros. J'ai fait juste un acte normal, un acte citoyen, comme mon collègue vient de dire. Pour moi, ce n'est pas quelque chose d'être héros, ça. On est tous qui étaient besoin de trouver la solution. Voilà, moi, j'ai trouvé la solution pour qu'on puisse sortir dans cette crise-là, pour que ça ne finisse pas dans le massacre. Voilà. J'ai réfléchi comme un bon citoyen. Voilà, c'est ça qui m'a réagi. Voilà, je ne considère pas ça comme un geste héroïque. Et justement, vous, c'est qui vos héros? Qui vous considérez comme des héros? Bon, mes héros, c'est ces gens qui luttent contre la violence, contre l'injustice. Ah oui, et vous avez fait quoi? Vous n'avez pas lutté contre la violence? Vous n'avez pas arrêté une violence? Vous n'avez pas sauvé des gens de la violence? J'ai sauvé ça, mais moi, personnellement, je ne me considère pas comme un héros. Je fais juste un acte normal, quoi, un acte citoyen, c'est tout. On va parler bien sûr de la peur, hein. Franck Terrier. Vous avez quand même eu du courage pour vous lancer à la poursuite du terroriste, pour vous accrocher à la porte du camion, de le frapper. Il était armé, vous êtes remonté. La peur, elle était où là-dedans? J'avoue qu'il n'y en avait pas. Oui. À ce moment-là, il n'y avait pas de peur. Il fallait que je l'arrête à tout prix. Voilà. Il n'y avait pas de peur parce que vous êtes quelqu'un de calme ou vous êtes aussi capable de vous énerver? Il y a des choses qui vous mettent... Je suis quelqu'un de calme. Oui. Mais quand il s'agit de donner un coup de main, ou je veux dire, moi cet acte, pour moi, si je j'aide une personne âgée à traverser, pour moi c'est pareil. Enfin, le risque n'est pas le même. Le risque n'est pas le même, mais voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais pas, je veux dire. Vous vous seriez senti coupable de ne pas l'avoir fait? Oui. Oui, c'est sûr. J'aurais pas pu vivre avec ça c'est sûr. Et surtout parce qu'on a l'impression que vous mettez sur le même plan le fait d'aider votre prochain dans un geste de la vie courante et un geste que très très peu de gens ont eu en l'occurrence et qui relève du courage quand même.
Oui, c'est du courage, mais en même temps, je veux dire, à un moment, il faut savoir s'oublier dans des moments comme ça. Je veux dire, après, c'est un geste, voilà, peut-être irréfléchi, mais je veux dire, j'ai pas envie de mourir. Hein, je veux dire. Oui. Et bizarrement, je trouve qu'avec le recul, j'ai été méthodique dans ce que j'ai fait. Bizarrement, voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'avec le recul, je trouve que j'ai pas fait n'importe quoi dans mon intervention. D'accord. Voilà. Alors que ça va très vite. Et même si ça paraît long, effectivement, comme ça, oui, parce qu'il y a plusieurs séquences quand même dans votre histoire. Ça paraît très long, mais avec le recul, je trouve que... Votre acte était construit et raisonné. Oui. Lassana, vous avez eu peur ou pas quand... Parce qu'au début, en fait, vous n'avez pas bien compris ce qui arrivait. Quand vous avez entendu des coups de feu, vous n'avez pas bien compris ce qui se passait. Vous étiez en bas, vous ? Ouais, j'étais en bas, je n'ai pas compris de bien. Parce que comme les magasins étaient situés vers la périphérique, moi, je crois que c'était un accident ou... Au début, je n'ai pas compris. Quand il est rentré, il a tiré première reprise, deuxième reprise. C'est la troisième que je reçois, tous les clients commencent à descendre et dire que les terroristes sont rentrés dans le magasin. C'est vrai que oui, j'ai eu vraiment peur parce que moi, la peur, c'est... J'ai eu deux peurs. J'ai eu peur dans les magasins et j'ai eu peur aussi quand je suis sorti dans les magasins parce que les policiers aussi m'ont pris comme les complices. Bien sûr, ils pouvaient me tirer dessus. Heureusement que... En fait, vous êtes sorti par une porte qui n'était pas la porte normale. Voilà. Donc effectivement, ils ont pu penser que c'était l'un de vous qui s'échappait. Voilà, c'est pour ça. Bon, heureusement, j'ai pris mes mains là-haut pour montrer que j'avais rien. Bon, finalement... C'est vrai, ils étaient mélodés, mais quand même, avant de même comprendre que je ne suis pas un terroriste, ça a pris beaucoup de temps. Quoi. Enfin, vous pouviez aussi vous faire tirer dessus par le terroriste quand vous êtes échappé. Oui, il m'avait... Et vous y avez pensé à ça ? Si, j'ai pensé à ça. Parce que même avant de sortir d'abord, j'ai regardé s'il ne me poursuivait pas derrière. Mais quand je suis sorti des portes de Montsart, j'ai claqué la porte derrière moi. Il m'a poursuivi derrière. Mais comme j'étais un peu plus rapide, bon, j'étais sorti. C'est à ce moment qu'il a demandé d'autres personnes de refermer encore la porte. Voilà, parce qu'en fait, les autres clients n'ont pas voulu vous suivre dans la fuite, et donc vous les avez mis dans la chambre froide en coupant tout, pour qu'ils soient en sécurité. Pour qu'ils soient en sécurité, oui. Ouais, donc ça aussi, c'est quand même sacrément raisonné, quand même. Vous avez pris le temps de réfléchir, pas vous enfuir en courant, en oubliant les autres, c'est quand même très construit, tout ça. Ouais, j'ai gardé mon sang-froid et pour penser aussi, ce qui m'a fait un peu mal... Quand j'ai vu un petit enfant qui était avec nous, qui commence à pleurer, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose. C'est ça qui m'a vraiment poussé à faire quelque chose. Hélène Romano, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes psychologue, docteur en psychopathologie. Est-ce qu'il faut quand même avoir peur pour avoir du courage ou pas ? Alors, c'est compliqué de répondre. La question du courage, globalement, majoritairement, les gens n'ont pas un courage extraordinaire parce qu'ils pensent d'abord à eux. Alors, survie à eux. Donc, ce qu'on voit là, c'est des situations quand même de gens ordinaires, mais qui ont eu un acte extraordinaire. Parce que globalement, les gens pensent à eux, à leur vie à eux. Ils n'ont pas forcément anticipé sur la survie des uns des autres. Ou vont trop réfléchir, si je cours après le camion, je risque de mourir et je risque de laisser des orphelins, une veuve ou autre. Donc, le courage reste quand même assez extraordinaire. Donc, tous les individus n'ont pas la même capacité de courage. C'est très lié à leur histoire d'avant, c'est très lié à leurs ressources personnelles, c'est très lié à leur histoire personnelle, à ce qu'ils ont pu vivre comme sentiment d'injustice, à leur rapport à la vie, au sens de la justice. Et puis c'est très lié aussi au contexte. Il y a un contexte qui fait que ce jour-là, vous étiez présent sur la promenade des Onglets. La veille, vous étiez peut-être pas là. Ce jour-là, vous étiez en bas du magasin. Vous auriez été en haut, vous n'auriez pas pu descendre. Donc il y a tous les éléments de contexte, mais qui sont très liés aussi à la singularité de chacun. Mais le terme héros, et je faisais attention à ce que vous disiez l'un et l'autre. Non, on n'est pas héros. En fait, héros, c'est une étiquette qui est posée par le social quelque part, mais qui ne va pas forcément être le ressenti de la personne qui a vécu un acte pour elle dans quelque chose qui était de l'ordre des choses. En stress adapté, réfléchi, j'ai fait ce qu'il fallait, je ne me suis pas mise en danger, le stress dépassé, je fais n'importe quoi, je me mets en danger. Mais ces personnes-là ne sont pas des héros, c'est nous, la société. Oui, mais enfin, quand on voit que vous auriez pu prendre une balle du ils ont un acte camionneur. Héroïque, bien sûr. Non, mais ils se mettent malgré tout en danger, parce que ça a été de la chance qu'ils ne vous tirent pas dessus, et vous aussi. C'est quand même... C'était juste pour éclairer le fait que les personnes qui font des actes héroïques, majoritairement, vous diront « je ne suis pas un héros ». Mais l'acte est héroïque.
La société pose dessus en plus l'étiquette héros, a besoin aussi de héros pour survivre face à des horreurs, parce que ça crée de l'humanité, un héros. Mais les personnes qui ont fait ces actes absolument incroyables, insensés, puisque quand on vous voit tout seul à l'assaut du chauffard, on se dit mais... On se dit c'est insensé. C'est quelque chose qui est indicible, c'est irreprésentable. Mais vous étiez dans l'action, en stress adapté, savoir ce que vous vouliez faire, il fallait être là, enfin vous étiez là, il fallait le faire. Mais la plupart des personnes dans ces cas-là ne se sentent pas héros. C'est nous qui, par rapport à un acte héroïque, qui mettons ce qualificatif. Gilles Veraffiche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie. Vous, comment vous définiriez le courage ? Le courage, normalement, se définit comme la capacité à lutter contre ses propres peurs. Donc, effectivement, dans les exemples qu'on a, on se rend compte qu'un acte héroïque, effectivement, est fait parce que, justement, on n'avait pas forcément peur. Alors, effectivement, c'est héroïque pour la plupart des gens qui, eux, ont leur peur de mourir. Mais finalement, ça paraît assez naturel. Et on se demande si, finalement, nos héros qui sont là ont vraiment fait preuve de courage, puisque ça leur paraissait à eux naturel. Voilà, dans le documentaire, on discute de l'équilibre entre génétique et expérience. Effectivement, vous savez sans doute ou pas qu'étymologiquement, le héros, c'est le demi-dieu. Donc, il y aurait l'idée que par nature, on est poussé à commettre des actes héroïques. Ça veut dire donc que je ne me fais pas violence. Si c'est dans ma nature, je ne me fais pas violence à commettre cet acte héroïque. Simplement, il y a une minorité de gens qui sont capables de faire ça. Et pour le reste de la population, ils sont assez... exceptionnel. Mais toute la question en fait derrière l'acte héroïque, c'est de savoir si c'est juste réservé à un certain nombre de gens qui auraient une nature on va y revenir, oui. exceptionnelle, ou si tout le monde en serait capable. Voilà. Mais est-ce qu'il faut être altruiste ? Alors il faut sûrement être altruiste. Ça fait sans doute partie de la nature du héros, parce que il y avait un sage zen qui disait il n'y a aucune raison d'avoir peur, les gens qui ont peur sont trop égoïstes. Donc à l'inverse, je pense que le courage va avec l'altruisme, parce que finalement la peur, c'est toujours la peur de perdre des choses. Nous, on peut même avoir peur. Moi, des fois, j'ai même peur de commander une baguette chez le boulanger parce que j'ose pas parler à la boulangère. Alors j'ai peur de passer pour un idiot. Bien souvent, on fait pas les choses simplement parce qu'on a peur de l'image qu'on va donner, d'avoir honte. Alors donc, d'ici à avoir peur carrément de mourir, mais c'est toujours pour son propre intérêt qu'on a peur. Alors, quand on dit il n'y a aucune raison d'avoir peur, au pire, c'est la vie que vous pouvez perdre. Effectivement, quand on est plus soucieux des autres que de soi-même, on va être prêt à se sacrifier. Enfin, c'est le terme. Effectivement, le héros, d'ailleurs, dans tous les mythes et les récits, que ce soit la mythologie antique ou même dans la pop culture, se marque toujours un moment par un sacrifice de lui-même. Enfin, c'est quand même un exemple à suivre plus que celui qui est égoïste. Mais est-ce que la réaction, j'allais dire, normale, c'est pas l'instinct de survie de fuir ? La réaction adaptée de la très grande majorité des gens, c'est, sauf qui peut, c'est de se mettre en protection vis-à-vis de soi-même, de ses proches, se protéger soi-même. C'est-à-dire le fait d'aller protéger des personnes étrangères qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas nos proches, est un acte alors qu'ils ont des proches. Alors qu'ils ont leurs proches avec eux, est un acte encore plus héroïque au sens de sacrificiel. Justement, si on prend l'étymologie de la figure du héros qui va être sacrifié ou se sacrifier pour protéger la population, protéger le monde. Donc on voit bien que tout le monde n'a pas cette capacité-là et que c'est très lié aussi, je reviens sur un individu, il est fait de son histoire, il est fait de son passé, il est fait de son histoire quotidienne, il est fait d'un contexte. Donc c'est ça qui peut permettre aussi de comprendre. Mais le sens du héros, il a aussi une place très importante sur l'après-événement traumatique, l'après-catastrophe. On l'a bien vu pour les attentats ou pour d'autres types d'événements, le 11 septembre ou d'autres événements qui sont dans le reportage. Il y a un besoin sociétal d'avoir une figure héroïque parce qu'elle va permettre de cristalliser toutes les angoisses, toutes les peurs, toutes les angoisses des personnes qui ont survécu, toutes les culpabilités de tous ceux qui ont eu la trouille, qui ont eu la peur, parce que la peur, elle est humaine, qui ne sont pas intervenus, qui sont partis, qui ont fui, parce que ça aussi, c'est une réalité humaine. La majorité des gens fuient. Donc du coup, avoir un héros, ça permet de cristalliser, de se donner la bonne conscience. Donc à chaque drame, on voit bien, socialement, puis avec les médias, maintenant, on a besoin d'une figure héroïque. Donc la société a besoin de sa figure héroïque. Ça nous rassure sur nous-mêmes ? Ça nous rassure sur nous-mêmes, ça nous déculpabilise. C'est un peu des supports expiatoires à notre propre, des supports
à notre propre culpabilité de ne pas avoir agi, de ne pas avoir fait. On dit qu'il y en a qui l'ont fait, heureusement qu'ils étaient là. Donc c'est utile, en fait, c'est utile pour l'homéostasie, pour l'équilibre sociétal, la figure du héros. Elle est fondamentale, elle est véritablement utile pour que la société retrouve un équilibre. Donc des fois il y en a un, des fois il y en a plusieurs, mais vous verrez dans tous les drames, socialement, médiatiquement, on va vous sortir un héros. Mais aussi pour des choses moins dramatiques, la Coupe du Monde, on va vous mettre en tête qu'il faut un héros sur des choses un peu plus légères. On voit bien à la place du héros. Lassana, est-ce que vous avez pensé à votre famille quand vous avez agi comme ça, en vous disant qu'éventuellement, vous ne la reverriez plus? Oui, j'ai pensé à ma famille. Je me disais que ça sera la fin de notre jour. Parce que ces drames, comme vous avez vu, juste avant, une journée avant, Charlie Hebdo qui a été attaqué, ils ont tué presque 14 personnes. Je disais que ces personnes, ils n'ont pas de pitié. Quand ils te voient, on n'a pas le sens de négocier. Parce qu'ils sont là pour tuer. Il n'y a pas à négocier, quoi. Parce que heureusement que moi, je n'ai pas vu les terroristes en face, mais les gens qui ont vu les terroristes, la peur qu'ils ont eue, mais avec moi, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'ils ont eu en face. Moi, la seule chose que j'ai vue, parce que j'étais en bas quand les terroristes étaient entrés dans le magasin. Mais franchement, c'est vraiment choquant comment la réaction d'autres personnes. En fait, moi, je n'ai pas pensé vraiment à moi, j'ai pensé comment les autres, comment ils ont pu descendre l'escalier qu'on est dans le magasin. Il n'y a qu'une personne qui peut descendre, mais il y avait presque une vingtaine de personnes qui sont bousculées pour descendre. C'est une choc. Oui. C'est des chocs, quoi. C'est vraiment à dire, quoi. Et vous avez pensé à vous avez 2 fils? Oui. À vos enfants. Votre femme, vous l'avez poussée, elle, du scooter, ça c'est clair. Oui, donc elle était en sécurité. D'accord. Et vos fils, vous avez pensé à eux? Vous êtes dit... Oui, alors il y avait un de mes fils qui était pas très loin. J'y ai pensé, mais sur le moment, on n'a pas trop le temps de réfléchir et je veux dire, peut-être que voilà, j'y serais passé, mais bon, à un moment. Ça vous a pas arrêté? Non, mais je veux dire, à un moment, il faut y aller, quoi. Je veux dire. Y aller, non, mais oui, ce qui est étonnant dans votre histoire, c'est que vous y êtes allé, vous avez vu l'arme. Oui. Elle s'est enrayée et vous êtes reparti au combat. Oui. Donc là, avec un risque majeur quand même. Oui, mais même, je dirais qu'après, je veux dire, quand il y a eu la fusillade, je suis sous la roue avant gauche du camion. Oui. Donc, je veux dire, j'aurais pu... Pas la meilleure place. Non, pas trop. Mais, je veux dire, voilà. Après, il faut prendre ce risque. Je veux dire, quand on y est, ben voilà, il faut tout faire pour... arrêter ce massacre. La question évidemment qu'on se pose quand on les entend, c'est moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Oui. En sachant que je pense que hors de ces situations, on est bien malhonnête si on arrive à répondre. Oui, oui. Mais oui, moi je pense que des gens peuvent avoir l'air très forts dans la vie courante, très courageux, avoir une grande gueule, et puis finalement au pied du mur, pas faire grand-chose. Et on serait effectivement bien malin de savoir ce qu'on aurait fait dans cette situation. Moi, je repense à une expérience inverse que vous connaissez peut-être, l'expérience de 1000 grammes, où on s'était demandé justement dans quelle mesure, à l'inverse, des gens étaient prêts à obéir à des ordres criminels en leur commandant d'envoyer des décharges électriques. À des gens qu'ils ne connaissaient pas du tout. Des gens qui ne connaissaient pas du tout, dans quelle mesure je peux obéir à une autorité légitime. Et on se rend compte à l'inverse, effectivement, que 80% des gens, enfin ça c'était dans la version jeu télé, à l'époque de 1000 grammes, 60% des gens étaient prêts à commettre des actes en se mettant sous pilote automatique. Et effectivement, là encore, il paraît assez difficile de s'arracher à l'autorité. Parce que je crois que dans le documentaire, vous évoquez vous-même peut-être des valeurs. Qu'est-ce qui m'a poussé à agir? Alors c'est peut-être mes valeurs morales, mais on imagine que dans cette expérience de 1000 grammes où on demande à n'importe qui de tuer quelqu'un, tout le monde a ses valeurs. La question, c'est de savoir dans quelle mesure je vais avoir la force de répondre à mes valeurs plutôt qu'à cette habitude d'obéir. Voilà. Là aussi, on est dans un acte de courage finalement, et manifestement, c'est difficile. Voilà. Je crois que c'est Aristote plus ou moins qui dit qu'on est tous plus ou moins esclaves.
Et puis, la liberté, le courage, ça se conquiert, quoi. C'est quand même difficile de lutter contre ses peurs, contre l'autorité pour affirmer sa propre volonté. Manifestement, c'est quand même pas donné à tout le monde. C'est comme ça, c'est pour ça aussi que c'est des exemples. Sur le côté déculpabilisant, il y a quelque chose d'un peu on va y venir après. On va parler justement de la culpabilisation, de la déculpabilisation. Juste un mot, parce que tous les deux, si je peux me permettre, ce sont des citoyens ordinaires, des citoyens vraiment lambda. Je prends ça comme exemple par rapport au Thalys, où ceux qui sont intervenus étaient des militaires formés, donc c'était dans leur nature d'aller sauver, de se mettre en avant pour le danger. Pas eux du tout. Du moins, dans leur nature, plutôt dans leur expérience. Oui. Et on peut imaginer que chacun, dans sa vie aussi, a eu un certain nombre d'expériences qui lui a donné aussi ce genre de réflexe ou d'habitude, même si on n'est pas... Vous nous dites que vous admirez les pompiers, les médecins, mais sans doute que dans vos habitudes de vie, il y a eu aussi des manières de se comporter qui ont construit la personnalité. On peut imaginer, c'est évoqué que l'éducation joue un rôle, le modèle. Ça s'appelle des valeurs morales, ça, non? Voilà, des valeurs morales, mais qu'on a mis en œuvre. Parce que si c'est juste des valeurs qu'on a apprises, mais si on a l'habitude... je crois que la sauveteuse canadienne nous dit qu'elle s'est retrouvée en fait 3, 4, 5 fois dans sa vie toujours à sauver des gens. Elle a dû sauver 4 ou 5 vies à chaque fois. Effectivement, je pense que ça serait dommage que ce soit toujours des professionnels qui puissent sauver des gens. Et on ne va pas toujours leur abandonner le sauvetage, quoi. On parlera après des semaines qui ont suivi, mais quand ça s'est arrêté dans la nuit, le lendemain matin, vous avez réalisé ce que vous aviez fait à ce moment-là? Est-ce que là, il y a eu un truc en me disant, mais je suis fou d'avoir fait ça? Non, je n'ai pas réalisé de suite. Je dirais que ça a été peut-être 5 jours après. Oui. Immédiatement, il n'y a pas eu ce... Non, non. Et vos proches ont réagi comment? Votre femme, vos enfants, ils ont réagi comment? Je me suis fait engueuler, bien sûr. Mais... Par votre femme? Oui, voilà. mais bon, après... Ils ont trouvé ça normal, ce que vous aviez fait? Alors, si vous posez la question à mes enfants, ils vont vous dire que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un a besoin d'aide, je vais aller l'aider. Jamais pour me battre, mais je vais aller... Donc, eux, ça ne les a pas étonnés? Non. Non. C'est un bel exemple que vous donnez à vos enfants, c'est bien. Lassana, vous, est-ce que le soir même, le lendemain, il y a eu un truc où vous vous êtes dit qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Non, ça... Après, quand les médias commencent à parler, que je me suis réalisé que ce que je fais, c'est fort. Sinon, pour moi, ce que j'ai fait, c'est naturel, parce que pour moi, ça fait partie de notre nature, ça. Parce que comme j'ai grandi en Afrique, nous, on voyait ça normal. Mais, vous aussi, c'est des valeurs d'éducation? Oui, ça fait partie de l'éducation. Pour moi, c'est quelque chose que chacun doit faire ça. Quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, si tu arrives à aider, c'est normal, il faut l'aider. Moi, c'est ça qui m'a permis les jours des attentats d'aider d'autres personnes. Et donc, votre mère, elle ne vous a pas engueulé après? Non, pas du tout. Elle m'a remercié, même. Elle m'a félicité ce que j'ai fait. Elle a dit c'est normal ce que j'ai fait. Ils m'ont engueulé une seule chose, que j'ai montré mon visage à la télé. C'est ça qui m'ont engueulé. Sinon, le travail que j'ai fait, c'est normal, parce qu'ils disaient... D'accord, c'est-à-dire qu'on n'a pas à s'en vanter après, quoi. On n'est pas obligé d'en parler après. Non, juste qu'ils disaient qu'il fallait protéger ton visage, parce que peut-être qu'ils vont te chercher. Elle a eu peur pour ça. Sinon, elle a eu peur pour vous, c'est normal. Voilà. Mais elle n'a pas eu peur pour vous de ce que vous aviez fait avant? Elle était juste fière, elle m'a félicité. On va poursuivre ce débat avec justement la suite, voir comment ça se passe. On revoit un extrait du documentaire où vous évoquez ce que vous avez enduré après l'attentat, justement. Après, je suis vidé pendant des mois. Bon, je fais que pleurer, mais... et puis, je dirais que mi-août, ça commence vraiment à se dégrader. Et je me mets on pourrait dire en veille pendant à peu près 1 mois et demi. J'ai un syndrome crépusculaire, on appelle ça. Et je me souviens de rien.
Alors, vous avez donc fait, moi je vous le dis, un acte héroïque. Ça ne vous a pas empêché, ça vous a pas empêché d'avoir un traumatisme de l'attentat. C'est pas parce que vous avez été impliqué et actif que vous avez bien vécu finalement. Après, on peut se dire, quand on agit et quand on ne subit pas et quand on n'est pas, je dirais pas lâche, mais pas courageux, peut-être qu'on a moins de séquelles. Vous avez vraiment enduré après. Oui, j'ai enduré. Alors, bizarrement, et encore aujourd'hui, je culpabilise. Et je ne pourrais pas vous l'expliquer. Voilà, je culpabilise parce qu'il y a eu 86 personnes quelque part, où j'ai pu rien faire. Oui, vous n'auriez rien fait, il y en aurait sûrement eu plus. Sûrement, mais c'est pas quantifiable. Et donc, même encore aujourd'hui, je culpabilise. Ouais. Bizarrement. Oui, parce qu'ils sont le fait du terroriste, les 86 morts, pas de vous. Oui, mais Et comment vous je suis mal à l'aise vis-à-vis des parents de victimes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'explique pas. Et comment vous expliquez que pendant ces semaines, presque mois qui ont suivi, vous avez un peu occulté? Oui, vous sentez-vous que c'était une protection? J'ai occulté ce que j'avais fait. Je ne voulais pas le croire. Je me suis mis vraiment en veille. J'étais un zombie, quoi. Je veux dire. Vous vous êtes fait suivre rapidement? Oui, très rapidement. Mais je voulais plus. J'ai rien vu de toutes les images depuis, même encore maintenant. Donc, mais je dirais que même encore aujourd'hui, je culpabilise. De ne pas avoir sauvé tout le monde. Voilà. Et le 14 juillet dernier, ça vous l'avez vécu comment? C'est revenu? Très mal. Très mal. Très mal parce que j'ai du mal à affronter la souffrance des parents de victimes, de tous ces gens qui souffrent. J'ai du mal à affronter ça. Je me sens mal à l'aise. Oui. Je ne sais pas pourquoi. Hélène Romano, cette culpabilité de ne pas avoir pu éviter plus de morts, c'est ça la culpabilité du survivant? Oui, c'est vraiment ça, et on l'a dans les situations d'attentats, on l'a dans les cas aussi de catastrophes, on l'a aussi dans des situations plus individuelles d'accidents de la voie publique, où dans la voiture il y a un survivant et les autres personnes de la famille sont mortes. Celui qui survit, même s'il a porté secours, même s'il est intervenu, il a quand même en tête le fait que d'autres sont morts. Il y a les images, il y a aussi tout ce contexte sensoriel qui fait un impact traumatique majeur. Alors, on peut se protéger psychiquement, et c'est ce qui s'est passé. Le syndrome crépusculaire, c'est ça? Alors, voilà ce qu'on appelle aussi syndrome crépusculaire. Oui, pas facile, hein. Pas facile. Crépusculaire ou amnésie post-traumatique, une espèce de mémoire traumatique qui est très liée, la neuropsychologue en parle, à la question de l'amygdale, qui est vraiment court-circuitée. Petite glande du cerveau. Petite glande du cerveau, qui fait qu'il n'y a pas de mise en mémoire factuelle. On reste, on se préserve, on se protège psychiquement. Et c'est inconscient, c'est pas fait exprès. Jusqu'à ce moment-là, c'est pas du tout possible de faire autrement. Ça veut dire quoi? Si, dans les jours qui suivent, je suis dans la réalité de ce que j'ai vécu, je vais pas pouvoir tenir, c'est tellement indicible, insupportable. Donc mon cerveau se met en veille, en fait. Il se protège psychiquement, c'est une défense, c'est inconscient. Et puis petit à petit, j'arrive à me réapproprier, à redonner du sens à ce que j'ai fait. Mais ça peut permettre, et c'est aussi important de l'expliquer aux gens, c'est une défense psychique qui peut perturber. Des fois, les gens ont l'impression de devenir fous, dingues, n'ont pas la mémoire, préfèrent ne plus avoir la mémoire. Les proches les obligent à voir, les obligent à en parler, ils n'ont pas envie. Donc, c'est extrêmement important de comprendre que c'est au niveau cérébral, au niveau psychique, une façon de se protéger par rapport aux horreurs qui ont été vues, à ce qui a été entendu, senti, perçu et à ce qui aurait pu se passer. Donc ça fait partie des troubles post-traumatiques assez fréquents. Et assez nécessaires. Assez nécessaires au final pour se défendre. Et en parallèle, la culpabilité du survivant est encore autre chose, qui est un mouvement d'identification projective. Vous l'avez dit et redit, et on entend bien et on le voit dans d'autres catastrophes. Aux proches, aux endeuillés, à ceux qui ont survécu, et à se dire, et si j'avais pu empêcher ça, avec cette idée de... oui, pour le coup, je ne suis pas un héros parce que je n'ai pas pu tout empêcher. Mais c'est là-dessus qu'il y a un vrai travail, certaines fois psychothérapeutique à faire,
pour se dire j'ai déjà fait tellement par rapport à quelque chose d'horrible. Lassana, vous avez souffert de quel type de trouble après l'attentat? Après l'attentat, c'est les troubles que j'avais, c'est que j'ai perdu mon meilleur ami dans les attentats. Ça, je n'arrête toujours pas à oublier. Vous y pensez tout le temps? Je pense tout le temps. Ouais, même si j'arrive sur le lieu des attentats, parce que souvent je prends les périphes pour passer. Je pense directement à la première personne que je pense, c'est lui. Ce qu'on est arrivé, c'est inoubliable. On peut pas oublier ça comme ça. C'est douloureux. Même l'anniversaire, ça s'approche un peu, mais j'ai toujours des angoisses qui est dans mon cœur. C'est terrible. Et vous êtes suivi aussi par un psychologue ou un psychiatre? Ouais, j'étais suivi pendant 2 mois. Après 2 mois, je suis retourné voir la famille en Afrique. Voilà, je suis resté avec la famille pendant quelques mois pour se reposer là-bas. Franck Terrier, dans le documentaire, les témoignages qu'on a entendus disent qu'aujourd'hui, ils se sentent quand même investis d'une certaine responsabilité. Ils peuvent plus se comporter de manière complètement anodine. Est-ce que c'est pas aussi un peu lourd à porter, ça? Oui. J'avoue que c'est lourd à porter. Parfois, j'aimerais bien... être comme tout le monde? Être comme tout le monde, oui. Alors, c'est pas... je veux dire... il n'y a pas tout le monde qui... Mais parfois, c'est dur à porter. Ouais. J'avoue que j'aimerais passer inaperçu. Vous avez pu reprendre votre travail, mais pas le même. Oui. Aujourd'hui, donc, je suis en congé sans solde. Je travaille à l'aéroport de Nice pendant 29 ans. Et aujourd'hui, je travaille à l'éducation à la citoyenneté à la ville de Nice. Parce que M. Christian Estrosi a bien voulu J'avais demandé à la mairie, à M. Pradal auparavant, s'il y avait la possibilité d'avoir un poste pour me reposer psychologiquement et physiquement surtout. Et voilà, aujourd'hui c'est très bien. Je suis chargé de mission à l'éducation à la citoyenneté de la jeunesse. Oui. Et puis la jeunesse, ça me parle. C'est pas anodin non plus. Non, c'est pas anodin, mais c'est ce que je voulais en fait. Pareil pour vous, Lassana, est-ce que c'est lourd aujourd'hui? Vous pouvez pas vous... D'abord, vous avez eu la nationalité peu de temps après, que vous demandiez depuis un moment, vous l'avez eu tout de suite après. Vous êtes un exemple pour des migrants, vous venez du Mali, donc un exemple quand même pour les jeunes, pour des migrants. C'est lourd? Ah, c'est lourd à porter, parce que j'ai beaucoup de regards sur moi et je suis plus comme avant. Voilà, je n'ai plus droit à l'erreur. Voilà, je suis un exemple à suivre. Voilà. Quand c'est arrivé, c'était dur. Quand je suis arrivé, problème de papier. Après mon arrivée, je suis arrivé très jeune. Hein, mais après, comme ma mère disait, juste il faut être soi-même. Il ne faut pas suivre les mauvaises personnes. C'est ça qui m'a promis que le jour des attentats, ma mère disait qu'elle ne s'en doutait pas. Quoi. Ce que je fais, elle ne s'en doutait pas. Voilà. C'est bien que je suis capable depuis mon enfance. Voilà. C'est quelque chose que j'ai du mal. C'est lourd à supporter, mais ça fait partie de notre vie. Quoi. C'est le destin. Voilà. Du coup, aujourd'hui, vous faites quoi? Voilà. Bon, maintenant, je travaille à la mairie de Paris, la direction des jeunesse et sports. D'accord, donc toujours auprès des jeunes aussi? Oui, toujours auprès des jeunes. Et vous leur transmettez ces valeurs-là? Oui. Parce que dans le sport aussi, ça va aussi avec le milieu sportif, on transmet aussi des valeurs morales fortes. Oui, ça fait partie des milieux des sports, surtout, même si ce n'est pas de mon travail, souvent aussi j'ai beaucoup de sollicitations au niveau des établissements pour parler avec les jeunes, même dans les quartiers aussi. L'association Vivre Ensemble, pour parler de Vivre Ensemble. Souvent, je fais beaucoup de déplacements, parler que ce soit avec les jeunes des quartiers, à l'école. J'ai beaucoup de demandes. Et pour ça, voilà, je continue sur ces bases. C'est intéressant quand même, tous les deux qui travaillent maintenant
auprès des jeunes à transmettre? Oui, puisque ce sont des exemples incarnés. Donc après, je ne sais pas, manifestement, ça les gêne un peu d'être finalement réduits à cet acte et finalement d'avoir leur vie un peu volée par leur caractère exemplaire. Mais sur le côté finalement traumatisant, où à la fin ils se sentent aussi coupables, c'est ça qui doit être l'exemple, c'est-à-dire que manifestement c'était des gens normaux, quoi. C'est-à-dire c'était pas des surhommes qui avaient aucune sensibilité et qui ont vécu l'événement sans rien éprouver, puisque finalement après coup ils ont été aussi traumatisés que tout le monde et ils ont autant de mal à s'y mettre, ce qui veut dire que effectivement peut-être que n'importe qui aurait peut-être pu trouver la force de le faire. Ça c'est plutôt assez optimiste. Et puis surtout, cette culpabilité, je pense que dans le fond, c'est ça aussi qui les a poussés. C'est justement parce qu'ils avaient le souci des autres qu'à un moment, ils ont voulu agir. Donc voilà, donc c'est rassurant que ce soit des gens normaux qui soient normalement affectés et traumatisés, et que ça veut dire que tout le monde peut être un héros. Donc, mais un point important de ce qui est dit dans vos deux témoignages, c'est le bémol qu'on peut poser. C'est-à-dire que quand notre société stigmatise des personnes qui ont fait des actes héroïques comme des héros et en fait que ça devient leur identité, alors que ces personnes-là veulent juste retourner dans l'anonymat et redevenir comme avant, normal, vous avez dit. On voit bien que quelque part on peut les survictimiser, parce que quand vous êtes en permanence mis en situation de « raconte-moi ce que c'était, racontez-moi comment vous avez fait », vous êtes en situation de restimuler en permanence votre mémoire traumatique et de reviviscence post-traumatique. C'est extrêmement violent psychiquement. Ça n'a l'air de rien, parce que socialement, il peut y avoir une sorte de fascination. « Ah, j'ai approché celui qui était... ah, j'ai fait ci. Ah là là, tu pourrais pas me signer un autographe, faire un selfie. » Enfin, on voit ça aussi sur des actes héroïques qui ont été posés. Et ça peut véritablement, pour des gens qui ont été traumatisés, être une vraie violence psychique. Alors, ça peut paraître étonnant de dire ça, mais pour accompagner en psychothérapie des personnes qui ont eu des actes héroïques dans des contextes traumatiques, le fait d'être positionné comme héros, de ne plus avoir sa vie volée, de ne plus être anonyme véritablement, de devoir être un exemple, de ne plus pouvoir faire n'importe quoi parce qu'on va dire que celui qui a fait ci, vous vous rendez compte, etc. Être dépossédé de sa vie, ça peut être très violent, très désubjectivisant. Donc il faut aussi socialement prendre bien en compte la dimension du héros. Il y a des choses qui sont vraiment des facteurs très positifs pour le groupe social, mais au final, pour le héros lui-même, c'est souvent plus survictimisant qu'autre chose. On va dire tous les deux que ce sont des hommes ordinaires, c'est ça? Vous êtes des hommes ordinaires? Oui, on peut dire ça. Qui ont fait des choses extraordinaires. Oui. Tout à fait. C'est comme ça? Oui, c'est ça. Ça vous paraît oui, tout à fait moins ordinaire. stigmatisant et plus... Oui, c'est ça. Mais cela dit, je suis sûre que si vous deviez recommencer, vous recommenceriez. Oui, oui. Vous aussi? Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus à cette émission. Vos livres, alors je rappelle, Lassana Bathily, Je ne suis pas un héros, justement, c'est chez Flammarion. Hélène Romano, votre dernier ouvrage, Quand la vie fait mal aux enfants, séparation, deuil, attentat, c'est chez Odile Jacob. Gilles Verlich, votre dernier livre s'intitule Peut-on réussir sans effort ni talent, aux éditions Le Passeur. Ça sort le 3 janvier. Non, le 3 janvier. C'est ça, le 3 janvier. Et puis bien sûr, vous pourrez revoir ce documentaire héroïque réalisé par Guy Baucher, ainsi que notre débat sur le site France TV. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur France 5 et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission du Monde en face. Bonsoir.